passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça était dans l'obscurité et Frenkie de Jong et Rafinha ont allumé la lumière. Quelle victoire les amis, quelle victoire, franchement au mental comme des grands garçons, hein. Évidemment ce genre de victoire, franchement elle va faire du bien au mental, cette genre de victoire que tu vas chercher avec les tripes comme ça te soude un groupe, ça te rapproche un groupe, on le voit avec les images que j'ai mis là en début de vidéo, les images d'après-match, on voit une équipe vraiment qu'on a senti vraiment libérée. Alors on s'est moqué de nous un peu sur les réseaux comme si on n'avait pas le droit de fêter une victoire, c'est assez dingue à se demander si les mecs ont déjà joué au foot dans leur vie, mais quand tu vois un match aussi compliqué que ça, tout le monde est contre nous, je veux dire, pas que les, bref, tu m'as compris. Ce genre de match-là, ce genre de scénario, tu finis par gagner ce match-là, avec un joueur en moins. Le fait que tu fêtes un peu le but, que tu le célèbres, que tu célèbres cette victoire, j'imagine que c'est plus ou moins quand même normal dans le football, hein. Le but c'est quand même de gagner. Tu gagnes, généralement tu es content. Voilà, je sais pas. Jusqu'à là, je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Donc bref, cette victoire-là, comme je l'ai dit, ça soude un groupe, ça fait grandir aussi les joueurs, ça fait gagner en expérience parce que évidemment aller gagner des matchs faciles c'est bien sympa, mais gagner des matchs comme ça aussi difficiles, même si ça reste contre une victoire contre Osasuna, peu importe, ça reste quand même une victoire qui marque les joueurs, tu vois. Et pour la suite de la saison ça peut faire du bien. Alors voilà, la Coupe du Monde elle arrive comme ça en plein milieu, on le sait, de toute façon c'est pas idéal, mais ça fait quand même du bien pour le reste de la saison, ça soude un groupe. Voilà, beaucoup de choses à retenir dans ce match là, mis à part le caractère des joueurs. J'ai envie de dire, pour une fois, on a encaissé le but en premier, un but qui est venu assez tôt, hein, au bout de la 5e, 6e minute, quelque chose comme ça. Donc un but qu'on encaisse assez tôt, en premier, et surtout, enfin je veux dire, déjà, quand on encaisse généralement en premier, on a un peu de mal. À chaque fois, on l'a vu cette saison, un abonné qui me le dit souvent dans les commentaires, à chaque fois qu'on gagne, c'est parce qu'on marque en premier généralement. C'est comme ça, on a rarement vu un Barça qui, s'il ne marque pas en premier, va chercher la victoire. Et là, ça a été le cas, et surtout dans des conditions assez difficiles. Je veux dire, on perd 1-0, au bout de la 30e minute, on perd Lewandowski pendant 1 heure, on se retrouve à 10 contre 12, c'est difficile d'aller chercher cette victoire-là, et franchement ça fait plaisir, voilà. Je retiens aussi un grand Ter Stegen, j'en ai pas parlé hier dans mon débrief à chaud, j'avais un peu, les gars, avec l'émotion, tout ça, j'avais un peu la tête à l'envers, je vous avoue, c'était difficile, mais voilà, des grands arrêts réflexes de Ter Stegen, surtout en deuxième mi-temps, un arrêt réflexe sur un centre que le joueur est à 2 doigts de reprendre, mais il touche pas le ballon, et Ter Stegen se couche hyper vite. Donc arrêt réflexe, ça aurait pu amener un but. Il a été aussi attentif sur un tir de loin de Chimiavilla, là je l'avais dit en avant-match, les gars, Chimiavilla il a tendance il avait marqué un but dans le match d'avant, un but d'assez loin on va dire, c'est un mec qui ose tirer de loin, j'avais dit qu'ils osent. Osasuna c'est une équipe qui ose prendre sa chance même de loin, et là on l'a bien vu, et Ter Stegen il a été attentif parce que ça aurait pu faire un but quand même d'anthologie pour le gars. Donc voilà, Ter Stegen a sorti les arrêts qu'il fallait, il peut pas faire grand chose sur le corner, hein. On le verra en image, mais c'est un peu, voilà. Évidemment on retient aussi le match patron de Baldé, encore une fois, qui a été encore une fois monstrueux, voilà. Apparemment Luis Enrique se pose des questions comme quoi est-ce qu'il faudrait que je l'appelle. La question, frère, elle est vite répondue, je veux dire, il faut que tu appelles Baldé, il faut que Baldé aille en Coupe du Monde. Pour moi, c'est forcément, ça doit être le cas. Mais bon, après, on verra bien le choix du coach. Mais Baldé, hier, c'est 100% de dribble réussi. 8 duels gagnés, 3 tacles, 2 fautes provoquées. Bref, le gars est, voilà, est aussi bon à gauche qu'à droite au final. Voilà, on l'a dit, Baldé, il est moins à l'aise à droite, tout ça. Ouais, on fait jouer Baldé à droite, c'est n'importe quoi. En attendant, on n'a pas trop le choix pour le moment. Et mine de rien, il s'en sort plutôt pas mal à droite. J'ai envie de dire, c'est notre meilleur arrière droit et notre meilleur arrière gauche. Donc Baldé est monstrueux, tout simplement. Chose plus étonnante aussi que je retiens, assez difficile à comprendre, mais pourquoi pas. On a mieux joué à 10 qu'à 11. Alors, bon après c'est facilement compréhensible quand on analyse un peu le match, mais j'ai l'impression que Osasuna arrivait mieux à presser quand on était à 11 que quand on était à 10. Donc voilà, c'est bizarre, mais en attendant c'est vraiment le cas. Je veux dire, en deuxième mi-temps on a été beaucoup plus précis aussi. C'est peut-être aussi les joueurs qui se sont mis dans des bonnes conditions, on va dire. Un système peut-être qui a sécurisé un peu plus le milieu, avec un Busquets au lieu d'être seul en 6, Busquets était en double pivot avec Frenkie en deuxième mi-temps. Donc on avait on le
le verra, de toute façon, on y va, je vais vous montrer un peu les différents systèmes en première mi-temps, le pressing d'Osasuna et le système en deuxième mi-temps. C'était différent. En deuxième mi-temps, on s'est plus appliqué aussi. On a un meilleur taux de réussite de passe, on a moins tenté de passe, moins tenté de dribble, on a eu moins le ballon aussi, beaucoup moins de possession. C'est Osasuna qui a eu le plus de possession en deuxième mi-temps. Évidemment, voilà, avec un joueur en moins, c'est complexe. Mais en attendant, on a été plus précis dans les passes, dans les dribbles, on a eu plus d'occasions aussi. Enfin, on a été meilleur à 10 tout simplement. Et c'est assez fou de dire ça quand même. Mais c'est quelque chose que je retiens quand même, pour moi, qui est un fait assez important. Pour finir, De Jong nous a sorti un match total, j'ai envie de dire, vous le savez. Frenchie, je l'ai dit, je l'ai répété, je le redis encore une fois, Frenchie c'est un joueur total. C'est un joueur qui peut tout faire et qui peut tout faire bien, on va dire. Mais il peut tout faire bien quand il le veut. Et hier soir, heureusement pour nous, il le voulait. Mais il a été très bon hier. Il a été très bon, il a joué à tous les postes possibles, les gars. Il a joué seul en 6 par moment. Il a joué en double pivot, il a joué en milieu relayeur, il a joué latéral droit, par moment il était placé en latéral, par moment il était en troisième défenseur central, on le verra sur le premier but de Pedri d'ailleurs, il est placé plus ou moins comme un troisième défenseur central un peu hybride. Voilà, il est partout en fait, il est parti, il a joué un défenseur central aussi à la fin du match, mais voilà, Frenchie peut jouer partout. Maintenant, c'est à lui, c'est lui qui a les clés de toute façon. Frenchie, c'est lui qui a les clés de sa façon de jouer, de ce qu'il monte sur le terrain, on va dire. Il a le potentiel pour être bon dans tout ce qu'il fait, Frenchie. Il a le potentiel pour vraiment être le joueur le plus complet de la Terre, en fait, tout simplement. Maintenant, il faut qu'il soit plus régulier, comme je l'ai dit, ça c'est pas quelque chose de nouveau, mais qu'il soit plus régulier et qu'il soit peut-être après, il faut le mettre dans de meilleures conditions. Ça, je veux bien, mais on peut pas tout baser sur un numéro 6, bref, un milieu de terrain. Mais bref, là n'est pas la question. Frenchie a sorti un très grand match hier. Il a été bon dans tout ce qu'il a fait et si on a réussi à gagner ce match, c'est beaucoup grâce à lui aussi. Dernier petit point aussi, c'est l'énigme Lewandowski. J'ai pas compris. Voilà, comment un joueur qui a autant d'expérience, avec le caractère qu'il a, qui est pas un caractère très agressif, avec l'intelligence qu'il a aussi, qui est un joueur quand même assez intelligent, qui est pas un débilos, comment il peut faire un truc comme ça, comment il peut se prendre un deuxième carton jaune qui vaut quasiment un carton rouge. Je veux dire, le gars c'est pas un attentat, mais il y va, il regarde le joueur, il regarde pas le ballon, il regarde le joueur, il y va, il lui met un coup d'épaule, coup de coude à moitié dans le cou, mais frère, alors peut-être qu'il pensait qu'il allait sauter, il mettre l'épaule, mais tu le sais, t'as déjà un carton jaune, tu vas comme ça et tu vas défoncer le joueur, mais enfin je comprends pas comment un joueur comme ça peut faire un truc comme ça. Pour moi, c'est incompréhensible. Alors, peut-être, voilà, on entend la Coupe du Monde, tout ça, peut-être que ça travaille. Peut-être que, oui, on l'a vu, les gars, hein, mauvaise nouvelle avec Sadio Mané, enfin, franchement, c'est une nouvelle assez catastrophique pour le Sénégal. C'est dur. C'est dur, et peut-être que les joueurs comme ça ont trop la Coupe du Monde dans la tête, on le sait. Voilà, il était temps qu'elle arrive, cette Coupe du Monde, en plein milieu de la saison, elle est très mal placée, sportivement parlant, c'est une catastrophe, hein, déjà. Mais voilà, il était temps qu'elle arrive, comme ça, les joueurs, après, ils vont jouer la Coupe du Monde, ils vont passer à autre chose, ils pourront se concentrer pleinement sur leur club. Mais là, c'est vraiment, c'est très triste. Ce début de saison-là, il est, en termes sportifs, tout ça, il est assez catastrophique. Dans la gestion des joueurs, tout ça, pas que pour le Barça, hein, pour tout le monde. Toutes les équipes, il y a beaucoup de blessés, c'est n'importe quoi, tout simplement. Bref, on va passer maintenant à l'analyse de quelques actions et des buts, évidemment. On commence par le pressing d'Osasuna. Voilà, on voit le pressing et le placement de l'équipe. Sur cette relance de Ter Stegen, on voit le bloc d'Osasuna qui est bien en place et assez haut aussi sur le terrain. On peut voir Frenchie et Busquets plus ou moins au même niveau, une sorte de double pivot, on va dire, pour relancer. C'était un peu plus facile pour nous. Avec Pedri un peu plus haut et Lewandowski qui redescend limite un peu au niveau de Pedri au final, mais de l'autre côté. Pedri est pris par le défenseur central et le milieu défensif. Lewandowski, c'est un peu pareil, hein, il est pris par deux joueurs plus ou moins. Le milieu droit d'Osasuna est assez loin de Lewandowski pour éventuellement aller presser Jordi Alba. Busquets est pris par le 10 et les attaquants devant pressent les défenseurs, plus éventuellement Frenchie. Donc le terrain est très bien quadrillé, on va dire, et ça nous obligeait souvent à relancer long. Ter Stegen ou même les défenseurs étaient souvent obligés d'aller chercher long sur Lewandowski. Le problème, c'est quand il y avait plus Lewandowski en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué pour avoir une bonne utilisation de ces longs ballons. On a quasiment tout le temps perdu la balle, tout simplement. Ferran prend la profondeur, plein axe, et laisse le couloir du coup à Jordi Alba. Le ballon est trop court pour Jordi et Osasuna la récupère. Bref, comme je le disais hier, Busquets n'était clairement pas au niveau. Voilà, mauvais sous la pression, mais à noter quand même qu'il était... ça c'est quand même quelque chose d'étonnant, mais c'est peut-être dû à l'animation, au placement, tout ça. C'est quelque chose de compréhensible. Mais du coup, en première mi-temps, il a sorti une première mi-temps complètement catastrophique pour moi.
En deuxième mi-temps, il a été beaucoup mieux, même si on a joué à 10, c'était beaucoup mieux. Il a fait beaucoup moins d'erreurs, tout ça. Voilà, peut-être que voilà, le système a joué. Le système, c'était pas le même, pas la même animation non plus. Comme je vous l'ai dit, je vous le montrerai tout à l'heure. Peut-être que le pressing bien organisé d'Osasuna sur lui a joué là-dessus. Hein, ça me paraît de toute façon évident. Peut-être que le pressing d'Osasuna était bien différent quand on a joué à 10. Et peut-être qu'il était plus tranquille, on va dire. Mais voilà, il n'empêche que hier, il aurait pu nous coûter beaucoup plus que ça. Et ça devrait tout simplement pas être le cas pour un joueur qui a autant d'expérience. Sur une passe d'Osasuna récupérée par lui-même, on le voit trop hésitant, beaucoup trop hésitant, trop lent à prendre les décisions. Il prend aucune décision au final. Et finit, enfin la seule décision qu'il prend, c'est de garder la balle et de vouloir à moitié dribbler ou je ne sais quoi. Il perd le ballon. C'est quand même fou de se dire que le domaine de prédilection, son domaine de prédilection, ses qualités, c'est sa prise de décision, son cerveau justement. C'est un joueur intelligent, Busquets. C'est pas un joueur physiquement extraordinaire, mais c'est un joueur qui normalement prend les bonnes décisions. Et là, pour le coup, ce genre de décision, elle est catastrophique. Ça peut t'amener à un but, tout simplement. Au final, Busquets perd le ballon, ça amène directement une action dangereuse d'Osasuna, qui est très proche de la surface. C'est pas possible en fait. C'est pas possible à ce niveau de faire une erreur comme ça qui peut te coûter un but. Là, c'est Osasuna. Tu fais ça contre Manchester United, tu fais ça contre une équipe qui a peut-être des meilleurs joueurs offensivement plus efficaces, je ne sais pas. Et ça fait but. Et là tu te tires une balle dans le pied en fait, tout simplement. Retour un peu en arrière, parce que ça c'était une action après le but d'Osasuna. Donc Ter Stegen sert difficilement Baldé sur la droite, et Osasuna presse toujours aussi haut, on le voit. Hein. Busquets est assez libre au final, et Baldé le trouve dans un angle pas évident. La passe n'est peut-être pas parfaite, ok, mais Busquets, ça a pas l'air vraiment de s'en soucier, hein. Il contrôle plutôt sans stress en fait. Il a l'air de prendre vraiment, de le contrôler, il est plutôt à l'aise, tu vois, il a pas l'air non plus en galère. Sauf que le problème, c'est qu'il loupe complètement son contrôle, et ça a failli nous coûter très cher. Au final, il se rattrape quand même, il contre le ballon, et au final, l'action finit par sortir en corner, sur un contre même de Busquets, il me semble. Mais ensuite vient le corner, et comme vous le savez, ça amène le but totalement inventé d'Osasuna. Marcos Alonso se fait plaquer, voilà, petit plaquage de rugby, je ne pensais pas que c'était possible au football, mais visiblement si, même avec la VAR, hein, c'est assez incroyable. Malheureusement, le problème là-dedans, c'est que j'avais même pas vu ça hier, j'en suis désolé pour les fans de Busquets les gars, mais malheureusement quand on voit qui est au marquage du joueur qui met la tête, c'est encore une fois assez tristouné. Voilà, j'ai pas envie de tomber sur Busquets gratuitement les gars, mais voilà, petit message pour certains supporters qui ne comprennent pas, que, voilà, peut-être qu'ils se disent ouais, le match d'avant il dit que Busquets il fait un bon match, et là il crache sur Busquets. Alors en fait, moi le principe de ma chaîne et de ma vision, de mes avis, tout ça, c'est en fait, quand un joueur, je trouve qu'il fait un bon match, je le dis. Quand je trouve qu'un joueur il fait un match catastrophique, je le dis aussi. Sinon il n'y a pas d'objectivité là-dedans, en fait. Je vais pas nous sortir que là, par exemple, mon objectivité est de dire que Busquets a fait une première mi-temps catastrophique, mais qu'en deuxième ça a été beaucoup mieux, et ça peut l'expliquer par l'animation, par le truc, il y a des explications. Le but c'est pas de dire qu'un joueur il est nul, il est pas nul, et de donner aucune explication, voilà. Mais là, sous le pressing d'Osasuna qui était très bien organisé, Busquets a totalement souffert, et il nous a coûté un but au final. C'est à cause de sa perte de balle, c'est pas uniquement de sa faute, ok, peut-être que Osasuna pressait bien, que Baldé aurait dû dégager en touche, j'en sais rien, mais en attendant il a le ballon, et c'est lui qui la perd, tu vois, donc c'est lui directement le plus fautif, tout simplement. Il perd le ballon, ça amène le corner qui amène le but. Alors il y a faute sur le Marcos Alonso, et il aurait jamais dû avoir le but, mais aussi le problème au marquage, c'est que Busquets il fait n'importe quoi à son marquage aussi. Donc encore une fois, voilà, je tombe sur Busquets pour moi, parce que pour le coup il mérite qu'on tombe sur lui, c'est tout. Il a été fautif dans ce match-là, il a sorti un match pour moi catastrophique, voilà, donc je le dis tout simplement. Autre action, seule action peut-être plus ou moins intéressante en première mi-temps, Dembélé cherche à combiner avec Lewandowski, c'est incroyable. Il rentre dans l'axe et attire deux joueurs donc sur lui, Robert vient en soutien et joue le 1-2. Robert se libère du marquage et le joueur qui était sur Robert va sur Dembélé. Dembélé fait le bon choix et joue le 3 du coup. Robert aurait dû jouer le 4, 1, 2, 3, 4, t'as compris frère, mais préfère la jouer solo. Et ça c'est un mauvais choix, Alors il aurait pu faire la différence, mais le problème c'est que Robert il a gardé le ballon, il a trop hésité, tout ça, voilà. Et c'est assez étonnant de voir ça, que ce soit une combinaison déjà de Dembélé qui vient combiner avec, c'est assez rare je trouve, et en plus de ça que ça soit Dembélé qui fasse les bons choix et Robert qui fasse les mauvais choix, c'est quand même encore plus étonnant on va dire. Donc le tir de Robert est arrêté par le gardien, et quelques minutes plus tard, voilà, il dégomme le défenseur,
d'Osasuna et se fait expulser. En deuxième mi-temps, Xavi a optimisé un peu son équipe, on va dire, il a replacé les joueurs et on jouait donc en phase défensive en 4-4-1 avec Ferran Torres seul en pointe. L'équipe était assez compacte, on le voit sur ce plan-là, et faisait les efforts aussi. Dembélé faisait les efforts sur le côté, Pedri faisait énormément d'efforts aussi sur son côté. Chaque joueur se donnait à fond vraiment pour son coéquipier. Et ça, c'est vraiment quelque chose à noter. Un bon caractère, voilà. Dans l'adversité comme ça, on voit les joueurs qui se surpassent un peu. Et ça fait plaisir. Donc on va finir par les 2 buts du Barça, donc évidemment. Sur le but, on voit l'équipe qui a le ballon et qui change complètement de système en phase offensive. Frenkie jouait presque comme un 3e défenseur hybride, comme il le fait souvent. Jordi prenait du coup le couloir beaucoup plus haut, alors que Pedri et Ferran jouaient plein axe. Frenkie sert Jordi sur le côté, et Ferran déclenche son appel. Comme souvent, Ferran est assez intéressant dans ses appels de balles. Ici, il fait un appel de 40 mètres en direction des buts quand même. Le mec est à je sais pas combien de mètres, je dis 40 mètres au hasard, mais t'as compris. Il est énormément loin des cages, mais en attendant, il met la volonté, je veux dire. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui irait faire un appel comme ça aussi loin, mais il se donne, tout simplement. Il y va. Voilà, il a le mérite d'y aller, de faire cet appel-là. Et ça amène le but au final. Si Ferran Torres ne fait pas cet appel-là, il n'y a pas de but. Donc Ferran Torres déclenche son appel, essaie d'y aller. Malheureusement, voilà, le centre de Jordi Alba est repoussé par les défenseurs, est mal repoussé. Ils dégagent comme ils peuvent. Ferran Torres, donc lui, a tiré les 2 centraux. Pedri se fait un peu oublier et au final, il se retrouve totalement libre au point de pénalty. Il se retrouve dans la position, on va dire, parfaite. Il trouve un trou de souris pour mettre le but et redonne un peu espoir à l'équipe. C'est le début de la belle histoire, les amis, et ça fait 1-1. Donc on arrive en fin de match. On joue la 84e minute. Ansu et Rafinha sont rentrés devant. Gavi a remplacé un Christensen un peu souffrant et Frenkie est passé en défense. On joue à 3 derrière avec Alonso, Frenkie et Baldé. Busquets et Pedri forment une sorte de double pivot. Gavi et Ansu sont devant en attaque. Jordi et Rafinha sont dans les couloirs. Frenkie donc oriente sur la gauche et Alonso monte un peu avec le ballon. Gavi fait l'appel en profondeur et libère du coup Ansu dans l'axe. Alonso sert Jordi Alba qui peut la donner à Ansu qui est libre. Donc Ansu la redonne à Jordi. Parce que voilà, il y a le pressing d'Osasuna comme ça. On voit d'ailleurs toute l'équipe d'Osasuna qui est concentrée sur le côté gauche et qui presse vraiment en bloc comme ça. Donc c'est bon, c'est le bon moment, c'est le moment parfait pour orienter le jeu de l'autre côté, changer de côté donc. Jordi trouve Frenkie qui est libre derrière parce que Busquets aussi avait amené avec lui les 2 joueurs. Il avait fait l'appel vers Jordi Alba, ça amène l'attaquant de pointe et le milieu de terrain sur Busquets. Ça libère un peu Frenkie, il a un peu plus de marge derrière pour recevoir la balle et avoir le temps au final de déclencher sa passe. Frenkie a donc le ballon face au jeu, au niveau du rond central, comme un numéro 6, comme une pointe basse, un 6, un meneur de jeu reculé, comme Busquets, j'ai envie de dire, voilà. Comme je le dis souvent, Frenkie n'ose pas jouer assez long. Je dis souvent qu'il doit s'inspirer un peu de Busquets dans ce domaine, il a les qualités pour, mais il le fait pas, je ne sais pas pourquoi il n'ose pas. Et là, la lumière est arrivée, voilà, Frenkie a allumé la lumière, les amis. Frenkie lève la tête, il voit l'appel de Rafinha à plein axe, qui fait un magnifique appel. Il déclenche sa passe de quarterback dans le bon tempo. L'équilibre est parfait, les amis. La passe, elle est pure, elle est parfaite. Elle est petite balle piquée comme ça. Dans la course, elle est parfaite. On m'a demandé dans les commentaires hier pourquoi pourquoi tout le monde parle de la passe de Frenkie mais pas de la tête de Rafinha. Je vais en parler de la tête de Rafinha, mais la passe, moi je suis un milieu de terrain de base. Quand je joue au foot, j'étais milieu de terrain. Pour moi, c'est la passe. Le truc le plus beau sur la terre, c'est la passe, frère. C'est tout. L'équilibre est parfait de Frenkie, la passe est parfaite. Rafinha réfléchit pas et fait son geste d'instinct, on le voit. Il l'avait déjà fait il y a plusieurs semaines d'ailleurs avec le Brésil et c'est peut-être pour ça aussi que ça lui est venu aussi naturellement. Le gardien est avancé et si Rafinha contrôle, ça va être difficile de se l'amener pour finir parce qu'on voit aussi les défenseurs d'Osasuna qui vont presser, qui sont sur lui. Il va être pris en sandwich entre le gardien, s'il loupe son contrôle, c'est fini. La tête est parfaite aussi parce que va faire une tête comme ça qui arrive de l'arrière. Et t'es assez loin, t'es à l'entrée de la surface, tu vas faire une tête lobée comme ça, c'est assez difficile. C'est très difficile même, je dirais, faut y aller. Le gardien est lobé. Au passage, ça me fait penser aussi quand même à un but de Daniel Alves il y a quelques années sur une passe il me semble, d'Iniesta, où Daniel Alves, il arrive en plein appel comme ça, pleine course, il fait un petit geste de la tête pour lober le gardien. C'est magnifique, ça fait 2-1 et le Barça finit donc par gagner ce match. C'est beau. Donc on est soulagé de cette victoire là. Franchement, c'était pas donné. C'était pas donné, c'était très difficile, mais voilà. On va passer maintenant aux questions-réponses, les gars. J'ai rien préparé.
Je vous avoue, là, je prends mon portable, je regarde un peu toutes les questions. On va répondre, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais répondre en bref. Je vais répondre assez en bref parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc on commence par la question de Henri qui dit Gavi a fait une bonne rentrée, je trouve. Est-ce qu'il est essentiel au milieu? Alors pour moi, Gavi, oui, il a fait une bonne rentrée déjà. Forcément, à chaque fois qu'il rentre comme ça en cours de jeu, il met beaucoup de volonté, beaucoup d'agressivité, un pressing intense. Il le fait de toute façon tout le temps, même quand il est titulaire. Mais quand il rentre comme ça, quand l'équipe en face elle est un peu plus fatiguée, un Gavi qui rentre et qui te cavale dessus, c'est un peu plus efficace encore. Donc Gavi, est-ce qu'il est essentiel au milieu? Pour moi, il est essentiel dans le pressing. Après, est-ce qu'il est essentiel dans cette équipe-là à l'instant T? Pour moi, oui. Pour moi, le milieu devrait être Frenkie, Pedri, Gavi. Gavi, il apporte tellement en intensité, en pressing, tout ça, que pour moi, il est essentiel. Mais si tu fais venir un mec, on va dire en 6, ou si tu mets Frenkie en 6, tu mets Pedri et tu fais venir par exemple Bernardo Silva dans un monde idéal, par exemple la saison prochaine ou quoi, là, je dirais pas que Gavi doit être titulaire, mais à l'instant T, pour moi, Gavi doit être titulaire et il est essentiel. Après, tu dois gérer tes joueurs, tu dois les faire tourner, tu dois pas tout le temps mettre le mec titulaire indiscutable, ok, mais oui. Pour moi, il est essentiel à cette équipe, évidemment. Pour son activité, pour ce qu'il apporte, il est essentiel. Ensuite, une question de Steve qui dit « Si je comprends bien, selon Xavi, Alonso est plus pertinent en défenseur central que Garcia. » Alors en fait, moi, j'avais pas vu ça hier, mais Xavi a dit après le match, apparemment, que Garcia n'était pas à 100%. Donc je pense qu'il avait pas envie... Et toujours pareil, les gars, c'est la Coupe du Monde. Hein. C'est la Coupe du Monde. T'as beaucoup de joueurs qui sont libérés de leur club carrément bien avant. Regardez Messi, par exemple, qui a demandé au club d'être lâché avant pour pas jouer les 2 derniers matchs. On a Benzema qui veut pas jouer non plus les derniers matchs. Garcia, je pense qu'il veut pas prendre de risques. Koundé, c'est pareil. Hein. Koundé, à mon avis, il était prêt, hein, mais Koundé, c'est pareil. Il s'est blessé en même temps que Garcia. C'était juste, soi-disant, d'après le club, je pense pas qu'ils auraient menti, c'est une surcharge musculaire. Le mec est pas totalement 100%, ils veulent pas prendre de risques avant la Coupe du Monde, du coup, il joue pas et voilà. Ensuite, question de Joseph qui dit pourquoi Dembélé est-il tout le temps titulaire? Je veux voir une vraie concurrence avec Rafinha. Alors, avec les dernières performances de Rafinha, je pense qu'on va y arriver au bout d'un moment. Xavi, je sais pas. Dembélé, c'est son chouchou. Je pense que Dembélé doit avoir des origines espagnoles ou catalanes, peut-être. Je sais pas. Peut-être que Dembélé est de la Masia. Peut-être que Dembélé est copain avec Xavi. Peut-être qu'il couche avec. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, frère. Non, mais plus sérieusement, Dembélé apporte quelque chose que personne d'autre ne peut apporter dans l'équipe. Le problème, c'est que pour moi, c'est toujours le même. Dembélé fait pas des choix très intelligents. La plupart du temps, il fait pas des choix très intelligents. Après, le problème, c'est qu'il est très bon. Il accélère, il a une vitesse folle, dribble, il a une qualité de percussion que personne d'autre a dans l'équipe. Après, il faut avoir un équilibre entre joueur percutant, joueur qui fait des différences et joueur intelligent. Parce que si ton joueur fait des différences, mais qu'il est pas intelligent, qu'il apporte rien au final, qu'il fait pas de différence. Il fait des différences dans son dribble, mais pas à la finition, tu vois. Qu'est-ce qu'il a apporté? Dembélé, hier, c'était très compliqué. Quand Lewandowski est sorti, Dembélé était perdu. Parce qu'il driblait sur son côté, ok, c'est bien, mais après, avec qui il allait jouer? À qui il allait faire des passes? Personne. Sur qui il pouvait se reposer pour jouer en point d'appui, tout ça? Sur personne. Ferran Torres, à la différence, ça n'a rien à voir. Il n'a pas la percussion de Dembélé, il n'a pas les qualités de dribble, tout ce que tu veux, frère, je veux bien. Mais il a cette qualité de joueur, on va dire, c'est un joueur intelligent qui peut se déplacer dans les espaces, c'est un joueur intelligent, un joueur collectif en fait. Et qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. Il joue en ailier, il peut jouer en faux neuf, il est très bon en faux neuf aussi, Ferran Torres. Donc Dembélé est beaucoup plus pur ailier quoi. Alors après voilà, au retour de la Coupe du Monde, j'espère voir un Rafinha un peu plus. Je pense que ce but là, ça va lui redonner un peu confiance en lui. J'espère voir une concurrence un peu plus valable, un peu plus saine, je sais pas, entre les deux. Ouais. Ensuite, question de Mounir qui dit fini lutte de GOAT et place à Frenkie de GOAT maintenant. Il y a moyen. Frenkie revient bien, franchement, il est très en forme. Maintenant, il faut lui donner les clés du milieu, hein, tout simplement. Pedri, il faut que Pedri et Frenkie aient les clés du milieu. C'est les joueurs vraiment différentiels qui font vraiment la différence au milieu. C'est eux qui mènent la danse au milieu. Busquets, même parfois, hier on l'a vu, je l'ai pas mis dans les images, mais parfois on a vu un Frenkie et un Pedri qui jouaient bas, une sorte de double pivot avec un Busquets plus haut. Parce que pour ressortir le ballon plus proprement, Pedri et Frenkie était plus à l'aise que Busquets aussi. Frenkie arrive dans un âge où vraiment il a 25 ans, il arrive dans le plein âge où il doit être en pleine forme, on va dire, au top de sa carrière. Et là, il arrive petit à petit. J'espère qu'il va élever encore son niveau, parce que pour moi, Frenkie, des fois je suis un peu dur avec Frenkie parce que j'ai beaucoup d'attentes envers lui. Pour moi, il doit être, je l'ai déjà dit, je l'ai dit en début de vidéo, Frenkie pour moi doit être le milieu le plus complet et le meilleur milieu de la planète. Il a le potentiel pour l'être.
J'attends qu'il le soit, c'est tout. Il peut l'être en fait. C'est juste psychologique pour moi, il doit. Alors peut-être qu'il doit être mis dans des meilleures conditions. Peut-être que tu dois lui donner vraiment les clés pour qu'il le soit. J'en sais rien, peut-être que c'est le cas. Mais voilà, j'en attends toujours un peu plus de Frenkie. Mais franchement, il est monstrueux. Question de Check, ensuite il dit Ferran devient de plus en plus important, t'en penses quoi? Moi j'ai pas changé d'avis sur Ferran Torres les gars, je vois quand même beaucoup d'avis qui changent sur Ferran. C'est, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est en voyant les matchs? Est-ce que c'est peut-être la forme actuelle de Ferran, ou est-ce que c'est d'autres youtubeurs qui en parlent en mieux et du coup certains supporters commencent à changer d'avis? J'en sais rien. Moi j'ai pas changé d'avis sur Ferran, ça reste un joueur très intelligent, un joueur qui peut apporter collectivement, un joueur qui peut apporter comme ça dans un collectif. C'est pas un joueur qui va te faire des différences à lui tout seul, mais collectivement il va faire du bien, l'équipe va mieux jouer avec lui en fait, et tu vas pas t'en rendre compte pourquoi. Et alors on peut dire toujours les critiques, ouais mais il marque pas, ouais mais machin, je suis d'accord avec ces critiques là, il est pas assez décisif dans la surface, mais c'est pas non plus son rôle, tu vois, en soi. S'il joue en neuf, c'est son rôle de marquer. S'il joue pas en neuf, s'il joue en ailier, c'est pas son rôle d'aller finir les actions, tu vois. Omar, hier, nous a sorti un match encore une fois catastrophique en termes de commentaires. Il disait, un coup, Ferran Torres, c'est pas un buteur. Ensuite, d'un coup, Ferran Torres, quand il part, mais qu'il court pas assez vite. Ah mais Ferran Torres, en fait, le gars, c'est pas un coureur. C'est pas un sprinter, c'est pas un dribbleur, tu vois. Il dit c'est un finisseur. Alors, faudrait savoir. Est-ce que Ferran Torres est un buteur? Est-ce que c'est un finisseur? Est-ce que c'est un coureur? Frère, qu'est-ce que c'est en fait? Pour moi, Ferran Torres, c'est un joueur assez polyvalent, intelligent dans une équipe comme le Barça, comme ça. En fait, quand t'as une équipe qui marche vraiment bien, quand l'équipe va bien tourner, un Ferran Torres dans l'équipe, ça va t'apporter vraiment beaucoup collectivement. Voilà. Il va pas faire des différences à lui tout seul. Le fait d'être sur le terrain, ça va faire que l'équipe va mieux jouer tout simplement. J'ai pas changé d'avis sur Ferran depuis qu'il est arrivé et je changerai pas d'avis en fait, parce que pour moi c'est mon avis sur ce joueur-là tout simplement. Question de Aliou qui dit: tu ne crois pas que Rafinha est meilleur quand il est plus près de l'attaquant au lieu de coller la ligne? Bah après là le but qu'il met, il collait la ligne de base. Il collait la ligne, c'est juste qu'il fait un appel plein axe. À voir, c'est vrai que pour moi il est plus intéressant quand il rentre un peu dans l'axe. Après il a tendance à faire ça de toute façon. Pour moi il doit être dans cette zone là, je l'ai appelé la dernière fois la zone Rafinha, mais la zone proche de la surface, à l'entrée de la surface, une grande zone là, il doit être très proche de ça, que ce soit pour déclencher une passe ou pour déclencher des appels dans la profondeur comme il l'a fait. Voilà, Rafinha il fait souvent des appels mais il est très peu souvent servi. Là pour le coup Frenkie l'a servi, ça fait but, c'est magnifique. Mais oui, Rafinha doit jouer dans cette zone là évidemment. S'il est trop collé à la ligne et qu'il doit passer en 1 contre 1, ça ne marche pas pour lui en fait. C'est comme Ferran Torres et Ansu Fati sur le côté gauche, ils ont tendance à coller la ligne mais ensuite quand l'action arrive, rentrer dans l'axe. Rafinha a le même style de joueur en fait. Dembélé, lui, il peut coller la ligne, il peut passer, dribbler, tout ça sur la ligne, il n'y a pas de problème. Ensuite, question de Bad Zonyang Line qui dit: tu penses quoi du match de Pedri? Pedri, il a été encore une fois assez monstrueux. C'est lui qui gère le milieu, je l'ai dit. Après, voilà, j'ai pas vraiment analysé le match de Pedri, les amis, donc je vais pas pouvoir répondre à ça très longtemps. La vidéo est très longue en plus, donc mais je pense encore une fois que Pedri a été très bon dans ses choix. C'est lui qui gère le tempo, comme souvent. C'est lui qui a la baguette, mais ça c'est pas nouveau, hein, donc pour moi c'est pas nouveau. Même quand on entend que Pedri fait un mauvais match ou Pedri a pas trop bien joué, peut-être, mais ça reste le maestro de l'équipe en fait, Pedri. C'est lui qui gère le tempo, c'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui fait tout en fait dans cette équipe, au milieu je parle. Question ensuite de Ryu le sang qui dit: hâte de voir la liste d'Espagne, Baldé mérite d'y être, sinon De Jong doit être le 6 titulaire après le mondial. Je suis d'accord, Baldé doit être dans la ligne, dans la liste de l'Espagne. Après ça va être dur, pardon, pour Luis Enrique, parce que il va devoir choisir entre Jordi Alba, Gaïa, Marcos Alonso qui au final est pas mauvais avec le Barça mais qui joue plus en centrale au final, et Baldé qui est monstrueux. Alors est-ce qu'il va laisser un latéral gauche de côté, qui va prendre Baldé, Jordi Alba à gauche peut-être? Est-ce qu'il va dire bah je vais prendre Azpilicueta à droite et je vais prendre 3 latéraux gauche on va dire et je vais dégager Carvajal pour le plus grand bonheur des Madrilènes? Je ne sais pas, parce que Baldé on l'a vu, il peut jouer aussi à droite, au final il est assez bon, ça peut être une solution aussi, je ne sais pas, c'est une réflexion qui doit prendre plus de temps. On verra la réponse, de toute façon elle est très rapide, elle arrive dans 2 jours, donc voilà, on aura la réponse assez rapidement. Il mérite d'être pris, j'espère qu'il sera pris pour la Coupe du Monde, ça serait bien pour lui, pour qu'il gagne aussi de l'expérience. Concernant Frenkie, pareil, ouais, moi je suis d'accord, hein, il doit avoir le poste de numéro 6 après le mondial, on verra, il y aura le mercato aussi, est-ce qu'on va aller chercher un numéro 6 ou quoi, je ne sais pas, est-ce qu'on va faire revenir Nico par exemple aussi, je ne sais pas, je peux pas vous dire, mais oui, Frenkie mérite de jouer en 6, et Busquets peut jouer, mais rentrer en cours de match, des fois jouer
contre Almeria la dernière fois. Busquets il a été bon contre Almeria il y a 3 jours, mais il peut pas enchaîner les matchs trop souvent et il peut pas jouer contre des équipes comme ça qui pressent aussi trop, qui font un pressing aussi intensif. Voilà, Busquets n'est plus adapté pour jouer là-dedans, c'est tout. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la réalité. Ensuite, question de Diabs, il dit Ferran Torres meilleur quand il a envie d'être meilleur ou c'est parce qu'il a il y a l'attente de la liste pour le mondial. Bah, de toute façon, Ferran Torres est titulaire avec l'Espagne, donc il a pas vraiment. Je pense pas qu'il ait vraiment une grosse pression de savoir s'il va être sélectionné ou pas. Ça reste un joueur qui est sélectionné depuis maintenant bien longtemps et qui est un joueur important de la sélection. Maintenant, il n'était pas à l'aise, il n'était pas très en confiance. Il revient bien petit à petit, comme je l'ai dit. Moi, mon avis sur Ferran Torres, il a pas changé. Qu'il fasse un mauvais match ou un bon match, il a les qualités pour être un joueur intéressant. Pas toujours pareil, je dis pas qu'il est le meilleur du monde, mais il peut être un joueur intéressant. Maintenant, il faut qu'il prenne la confiance. Et quand il aura la confiance avec lui, vous verrez, beaucoup de monde vont retourner leur veste, et j'attends ça avec impatience pour me marrer. Voilà, tout simplement, j'en rigolerai. Dernière question de Diamond qui dit Sergio Busquets toujours à la ramasse, on n'en peut plus du choix de Xavi de l'aligner à tous les matchs. Ouais, il a la ramasse, pas toujours, comme je l'ai dit, hein, il faut nuancer un peu. Je sais bien que les avis sont faits comme ça. Beaucoup de supporters prennent un avis assez global de ce qu'on entend, tout ça, je sais bien. Mais Busquets n'est pas tout le temps catastrophique. Là, je défends un peu Busquets parce qu'au final, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je défends les joueurs quand ils sont défendables et je les critique quand ils sont critiquables. J'essaye en tout cas. Après, peut-être que des fois, j'en oublie certains, peut-être que voilà, mais j'essaie d'être objectif un maximum. Busquets, pour moi, a fait un match, là, surtout une première mi-temps, que j'ai répété, catastrophique. Mais ça veut pas dire qu'il a été mauvais contre Almeria. Contre Almeria, il a été très bon, pardon. Et c'est même lui qui fait la passe pour Dembélé, qui amène le premier but contre Almeria. C'est lui qui joue vite, c'est lui qui a le ballon devant la défense, c'est comme ça, qui lève la tête, qui voit Dembélé, qui déclenche la passe transversale de je sais pas combien de mètres. De l'autre côté du terrain, Dembélé il va, il marque son but. Grâce à Busquets, tu vois, et il a sorti un bon match. Voilà, c'est juste le Busquets, il faut savoir l'utiliser. Xavi l'utilise trop souvent. À mon goût. Peut-être qu'il voulait pas prendre de risques aussi avec Gavi, j'en sais rien, Gavi s'est blessé récemment. Peut-être qu'il voulait pas prendre de risques parce que Gavi, bizarrement, d'un coup, il a plus trop joué. Alors qu'avant, il était assez titulaire, assez indiscutable, on va dire, en début de saison. Et là, il s'est blessé et d'un coup, il a été un peu plus mis au repos par Xavi. Peut-être que c'est en prévention de la Coupe du Monde, je ne sais pas, on verra après la Coupe du Monde, les gars. Pour le moment, la gestion des joueurs, elle peut être difficile parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même Koundé, tout ça, ils ont pas joué, Garcia, il a pas joué. Bizarre. Donc oui, le problème avec Busquets, c'est qu'il joue trop souvent et que Busquets ne doit pas jouer les matchs comme ça. Les matchs à forte intensité comme ça, il ne doit pas jouer, il doit rentrer en fin de match quand on maîtrise le match, tout ça, pour apporter sa qualité, tout ça, sa fraîcheur, il sera un peu plus frais, l'équipe en face, elle sera moins fraîche, psychologiquement, voilà, physiquement, et il pourra être meilleur dans ce domaine-là. Et contre Almeria, il peut jouer les matchs comme ça, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop d'intensité, on a le ballon tout le match, les mecs, ils proposent rien offensivement, donc nous, défensivement, on est plus tranquille. Mais voilà, il faut savoir gérer Busquets, et pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Je sais pas si je sortirai une vidéo demain ou si je ferai une petite pause. Voilà, maintenant vous le savez, le Barça va avoir une grosse pause. Il y a la Coupe du Monde qui va arriver, donc je vais sortir pas mal de vidéos là-dessus, évidemment des débriefs, mais aussi des vidéos un peu avant la Coupe du Monde, peut-être pas des pronostics, mais des sortes de pronostics, voir un peu les groupes, ce que ça donne et tout ça. Voilà, donc là on va être en mode Coupe du Monde à partir de maintenant, avec quelques vidéos d'actu Barça, je pense aussi. On se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, mais d'ici là les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.